On a parlé à l'instant, de monnaie commune. Alors bon, j'ai apprécié le trait d'humour. Eh bien, figurez-vous, je suis pour une monnaie commune mondiale. Mais là aussi, pas d'enfantillage. Ça ne sert à rien. Il y a une monnaie mondiale qui est à la disposition d'un empire, l'empire nord-américain, qui peut décider tous les plans de relance qu'il veut, parce qu'il est la seule nation du monde qui échappe à la règle que toutes les autres doivent respecter, parce que sinon, nous péririons dans l'hyperinflation, c'est que les États-Unis d'Amérique peuvent émettre autant de dollars qu'ils veulent, sans qu'il y ait une contrepartie matérielle dans la production aux États-Unis d'Amérique. Comme le monde entier utilise le dollar, et notamment pour échanger la matière première fondamentale de notre époque, qui est le pétrole, mais c'est vrai pour les autres marchandises qui se traitent en dollars, donc les États-Unis d'Amérique peuvent émettre des dollars tant qu'ils veulent, ces dollars circulent et vous les prenez pour argent comptant. Que vaut un dollar? Ce que vous croyez que ça vaut. Parce qu'en réalité, si on rapportait la masse des dollars à la production des Nord-Américains, le dollar que vous avez entre les mains vaudrait même pas le papier et l'encre qui sert à l'imprimer. Donc la planète financière est continuellement sous la menace d'un effondrement de cette masse monétaire dont les États-Unis d'Amérique ne publient jamais. Alors on le sait quand même, hein, parce que, bon, on le sait. Combien il y en a et combien il y en a dans le monde. Alors certaines puissances ont parfaitement compris ce qu'il fallait faire. Alors pendant des années, ils ont acheté des titres de dette des États-Unis d'Amérique. C'est la Chine qui a fait ça. Puis c'est la Russie aussi. Enfin, tous ceux qui arrivaient sur le marché pour se faire bien voir faisaient comme ça. Mais évidemment, au bout d'un moment, si vous mettez toute la production du monde en Chine, et le résultat est simple, c'est que ça devient le premier vendeur et le premier acheteur. Le premier vendeur, vous avez besoin d'eux. Moi, je me rappelle des propos délirants que j'ai entendus et que je combattais à l'époque, ceux qui disaient « oui, il n'y a qu'à se partager le travail ». Alors les Chinois feront des ombrelles et nous des ordinateurs. Eh bien maintenant, nous ne faisons même plus des masques en tissu. C'est eux qui les font, en même temps que tous nos ordinateurs. Par conséquent, si la première masse productive, la première acheteur est là, sa monnaie est en état de prendre progressivement le contrôle des circuits financiers. Et les Chinois qui avaient empilé des montagnes de titres de trésor et de dollars des États-Unis d'Amérique, chaque mois, en vendent un petit peu, on achète un petit peu, en vendent un peu plus, etc. Et progressivement, sont en train d'essayer de se débarrasser, pas trop, de la masse de dollars qu'ils possèdent. La Russie l'a fait avant, il n'y en a plus. Et puis, quand il y a eu la coalition des BRIC, Brésil, Inde, Russie, Afrique du Sud, j'en ai oublié un, l'Inde. Bon, eh bien, évidemment, les Nord-Américains ont sauté au plafond, parce que les autres ont dit, bon, on va commercer entre nous dans nos monnaies nationales. Alors, si vous commercez entre vous dans vos monnaies nationales, ben, vous n'utilisez pas de dollars. Ça commence à sentir le soufre pour les États-Unis d'Amérique. Donc les Chinois ont fait une proposition que, pour ma part, j'approuve, qui est de former une monnaie commune mondiale, qui servirait de référence à toutes les autres et qui permettrait d'établir des taux de change sincères, c'est-à-dire représentatifs de valeurs matérielles produites. Je pense que dans la salle, il y a quelques théoriciens matérialistes de la monnaie qui peut-être acceptent l'explication que je donne. Ou ce n'est pas, non, le marché à lui tout seul qui détermine la valeur d'une monnaie, parce qu'une monnaie n'est pas une chose comme une autre. Elle est forcément l'intermédiaire entre deux valeurs, réelles et matérielles. Alors on me dit, monsieur Mélenchon, les services, c'est réel et matériel. Oui, bien sûr, les services, c'est réel et matériel. Mais à la fin des fins, il faut qu'il y ait une production. Il faut qu'il y ait quelque chose qui soit fait en échange de la monnaie. Par conséquent, c'est ça la situation mondiale. Quand l'euro s'est créé, les Nord-Américains n'ont pas vu ça du tout d'un bon œil. Je le dis alors que j'ai émis toutes sortes de critiques sur l'euro. La critique que je formule sur l'euro, c'est un comble. C'est la même que vous sur le CFA. C'est la même. Vous protestez contre le CFA en disant mais ce n'est pas nous qui décidons du taux de change. Et par conséquent, nous ne pouvons pas décider de la masse de CFA que nous mettons en circulation et avec laquelle nous pourrions investir. Et qu'est-ce que c'est une dette? C'est une production à venir. Si vous faites une dette pour payer du fonctionnement, ou si vous faites une dette pour payer, je ne sais pas quoi, moi, les menus plaisirs des puissants, évidemment, à la sortie, vous n'avez rien. Mais si vous faites une dette pour construire une voie ferrée, si vous faites une dette pour construire un hôpital, à la sortie, vous avez un hôpital, vous avez une voie ferrée. Vous pouvez y mettre des trains dessus.
Et donc, vous pouvez avoir des gens qui circulent, qui payent un passage, enfin bref, une économie réelle qui fonctionne. La critique que vous faites sur le CFA, moi je la comprends, je la partage d'autant plus que je fais la même à propos de l'euro. Je dis, je ne comprends pas pourquoi nous avons inventé, nous les Européens, une banque centrale indépendante qui n'a qu'une seule mission, la stabilité de la monnaie. Par conséquent, pour être bien sûr que c'est stable, ils visent tant qu'ils peuvent. Ça ne nous empêche pas d'avoir des dettes partout, et ils nous obligent partout à l'équilibre. Enfin, on est en train d'appliquer en Europe et pratiquement dans toutes nos économies tout ce qu'on a d'abord essayé en Afrique. Suppression des services publics, désarmement de l'État, etc., etc. Maintenant, c'est notre tour. Alors, à notre tour de supprimer des lits d'hôpitaux, de fermer des écoles, de couper des voies de chemin de fer, etc., 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 avec les conséquences que tout le monde connaît. Et eux vivent dans une illusion qui vaut largement celle que j'ai pu connaître dans ma jeunesse à propos du socialisme réel. Hein. Enfin, eux pensent que le marché va venir remplacer toutes les prestations que jusqu'à présent l'État faisait à vil prix. Et ils prétendent que ça va coûter moins cher, ce qui est naturellement faux, puisque le résultat principal de la concurrence, c'est que chacun essaye d'attirer le client vers lui, et que donc toute prestation est grévée du coût de sa publicité, avant même d'avoir commencé. Je pourrais donner 10 exemples qui, pour moi, font du libéralisme une idéologie absurde, hein, où on suppose que les acteurs économiques sont tous omnisachants et prennent les bonnes décisions. Par exemple, je vais avec mon panier, je vais dans une première boutique, j'achète des sardines, parce que là, elles valent ce qui me convient. Et puis ensuite, avec le même panier, je m'en vais à l'autre bout de la ville, acheter des poireaux, parce qu'on m'a dit que ça n'existe pas, ça. Mais ils le savent bien, c'est eux qui ont inventé les supermarchés, pour qu'on ait tout au même endroit et au prix qu'ils ont décidé. Je prends ces exemples pour revenir à la monnaie commune. Je suis donc partisan d'une monnaie commune. Je suis donc partisan du fait qu'il y ait une souveraineté sur la monnaie et que l'objectif des banques centrales ne soit pas vissé à dire seulement la stabilité de la monnaie pour avoir la stabilité des prix. C'est tellement intenable, c'est tellement ingérable que, après 2008, massivement toutes les banques centrales, y compris la nôtre, la Banque centrale européenne, à qui, paraît-il, on ne peut même pas regarder dans les yeux parce que ce serait une forme d'intimidation. On ne doit pas lui parler, on ne doit rien lui dire. Il venait dans les réunions communes où il y avait d'ailleurs des Américains, on se demandait ce qu'ils foutaient là. Ça ne choque personne quand c'est la crise, quand c'est l'argent qui est en cause, alors là c'est fini. Au revoir les règlements. On a accumulé des montagnes de dettes. Et puis là, on a recommencé avec le Covid. La dette est un sujet qui était jusqu'à présent un sujet africain, mais ce n'est pas vraiment un sujet. Bien sûr, le service de la dette vous saigne, mais le total de la dette sur le continent africain, ce n'est même pas la dette de la France toute seule. Donc c'est un problème éminemment et facilement réglable. Pour nous, en Europe, il se trouve que par un règlement complètement absurde, la Banque centrale n'a pas le droit d'aider nos économies, mais elle a le droit d'aller dans les banques privées, dire écoutez, on vous rachète les titres de dette des États. C'est fou, hein, cette histoire. Donc, ils ne peuvent pas donner aux États, ils ont acheté dans les banques privées. Tant et si bien que nous avons aujourd'hui des montagnes de dettes des États qui sont dans les coffres de la Banque centrale, à qui nous payons des intérêts. Qu'ont-ils fait? Qu'ont-ils fait, les amis? Quand ça a mal tourné, quand on a failli plonger en récession, ben, ils ont fait ce qu'il fallait faire. Hop, ils ont ouvert tous les robinets. En avant, des sous de tous les côtés. Le banquier central, il était formidable parce que c'était un Italien. Assez azimuté le reste du temps. Alors lui, il a vite compris qu'on était en danger de mort si jamais on continuait à serrer comme ça les écrous. Et il a dit à un moment donné une thèse de Keynes qui était un peu presque une plaisanterie. Keynes dit, ben, si vous voulez être sûr de relancer l'économie et que ça ne marche pas parce que les intermédiaires qui sont chargés de le faire ne le font pas bien, vous savez, les banques, ils disent « Ah, oh, vous donnez des sous, alors vous allez les prêter aux gens. » Que les banques, vous savez, c'est plus intelligent que vous et moi. Donc ils savent exactement, goutte à goutte, celui-là, oui, je lui donne son prêt, celui-là, non, non, celui-là, oui, etc. Bref. Donc comme c'est un agent vachement efficace, on lui donne tous les pouvoirs. Sauf que les banques sont comme les autres. Quand ça va mal, ils ont peur, ils font rien. Donc la Banque centrale européenne a acheté des milliers de titres de dette sans que ça donne rien du tout dans l'économie réelle. Tant et si bien, écoutez bien, que Mario Draghi a dit à un moment donné, s'il faut, on fera l'argent hélicoptère. Si vous ne savez pas ce qu'est l'argent hélicoptère, je vous l'explique. Keynes dit, quand tout est bloqué, vous montez dans un hélicoptère avec un sac de dollars et vous le jetez sur les gens. Parce que tous ceux qui vont les ramasser, ils vont avoir qu'une hâte, c'est vite se dépêcher de les dépenser pour qu'on ne le reprenne pas. En disant quoi? Des dollars qui sont tombés du ciel. C'est une thèse un peu fantastique. Hein, bon.
Personne n'a jamais fait d'argent. On a connu des gens en fuyant en hélicoptère avec des sacs de billets, mais on n'en a pas connu qui les jetaient depuis l'hélicoptère sur les gens à qui ils les avaient volés. Donc, nos banques centrales... Quoi? Ouais. Bah oui, mais on explique, hein. J'ai été prof, moi. Mes collègues me reconnaissent. Bon, je vais arrêter, vous inquiétez pas. Donc, d'accord avec vous pour dire, il y a nécessité d'une monnaie commune mondiale qui soit une référence solide. Deuxièmement, vous ne m'avez pas posé la question, mais j'y réponds quand même. Pour ce qui concerne la transformation du franc CFA en éco et les conditions dans lesquelles ça se fait, je n'ai qu'une réponse à vous faire, débrouillez-vous-en. Parce que moi, je suis d'accord avec le résultat, sauf avec une chose. Je ne suis pas d'accord pour que la France soit, au bout de la chaîne, le garant d'une conversion illimitée. Donc, si on ne doit pas avoir le franc CFA, j'ai lu toutes sortes de choses sur le sujet, je comprends parfaitement ce qui est en cause, notamment la souveraineté monétaire. Je comprends ça. Je ne discute pas ce point-là. Mais une chose va avec l'autre. Que les impérialistes français se disent, nous on a intérêt, quelle que soit la monnaie à laquelle se payent les Africains entre eux, qu'il y ait une garantie, nous aurons quand même nos sous. Parce que même s'ils font ce qu'ils veulent, de toute façon, à la fin, on viendra avec nos francs et la France garantira la transformation en euros. Mais pardon, mais j'ai de l'expérience dans ce domaine. J'ai connu l'Argentine, un peso, un dollar. Résultat, le premier qui avait un peso court acheter un dollar. Au bout d'un moment, il n'y avait plus de dollars. Et donc ceux qui avaient des pesos n'avaient plus rien. Non, je ne ferai pas ça. Puisque comme on vous l'a dit, je suis candidat à une élection, si je la gagne, je ne ferai pas ça. Si on ne doit pas faire une monnaie commune pour le continent, ce que je comprends parfaitement, ce que je suis prêt à admettre immédiatement, parce que je ne vois pas au nom de quoi nous déciderions à votre place de ce qu'il faut faire, mais je ne suis pas d'accord pour être le cambiste ultime. Et je ne sais pas pourquoi la France court après un tel avantage. J'ai demandé aux économistes de ma famille de m'expliquer ça, les explications ne valaient pas un clou, donc je ne vous les sors pas. Je finis. La force Barkhane, mais acceptons nos contradictions. Moi j'ai dit en France, dans mon pays, que j'étais contre ce qu'on était en train de faire. Pas contre nos militaires. Aucun homme politique ne peut parler dans son pays contre les militaires de son pays. Vous ne dites pas à des gens, allez là-bas, faites ceci, faites cela, mourrez, on en a perdu 50. Hein. Il y a bien plus de morts dans la population que parmi les soldats français, mais il n'est pas possible de manquer de respect à ses propres forces armées. Vous ne le feriez pas vous-même. Bon, donc ne me demandez pas de le faire. Je ne le ferai pas. Cependant, depuis le début, je dis je ne suis pas d'accord. Si vous n'avez pas d'objectif politique connu, alors qu'est-ce que nous faisons là? C'est exactement la question que vous avez posée. Vous dites, est-ce qu'ils sont là pour sauver? Ben, je pense que oui, il vaut mieux qu'on leur dise, parce qu'il faut bien que l'action humaine ait un sens. Mais moi, je vous ai dit ce que j'en pensais. Je pense que ce n'est pas comme ça qu'on va y arriver. Il faut prendre le problème par un tout autre bout. Et je le prends avec réalisme. Mon intention n'est pas de dire, je m'en fous. Ils ont le gouvernement qu'ils veulent, et puis, bon, ça impose par la force qui veut. Je ne dis pas ça. Mais je dis que c'est ni par la violence militaire, ni en se frottant les mains qu'on va régler le problème. Parce que si tout tourne mal, ça tournera mal pour vous, ça tournera mal pour moi, ça tournera mal pour tout le monde. Parce que je ne pense pas qu'il y ait dans cette salle des gens qui sont partisans du type de société qu'on voit se dessiner là. Mais s'il y en a, c'est aussi leur droit. Et après tout, ça se règle dans les élections. Tant que ça se règle dans les élections. Le départ de l'armée française, mais évidemment. Mais quand vous voulez. Parce que la présence de l'armée française, ce n'est pas une décision des généraux français, hein. C'est le pouvoir politique en France qui a décidé. Le président de la République était M. Hollande. Et nous dit-on, peut-être que ce n'est pas vrai, à la demande des autorités de ce pays. Vous pouvez dire, elles n'étaient pas légitimes, mais c'est votre affaire, c'est pas la nôtre. Comment on fait, nous? On va dire, celui-là est légitime, l'autre il n'est pas légitime. Alors, résultat, ils ont tout légitimé. Et voilà pourquoi on se retrouve à soutenir Idriss Déby, son fils, que sais-je encore, Paul Kagame, pendant qu'on y est, comme si ce n'était pas un dictateur, et combien d'autres? Je ne suis pas pour ça, mais comment fait-on? Je vous pose la question, presque à vous, comment fait-on pour régler ce problème? Moi, je ne veux pas le régler. Si j'étais le président de la République française, ce n'est pas moi qui désigne les présidents de la République en Afrique. Les Africains se choisissent. Alors après, je sais une chose, c'est ce que m'a dit mon camarade, Frundi, c'était un social-démocrate du Cameroun. Eux, ils ont des raisons de se faire des cheveux. Et il me dit, vous autres, les Européens, vous êtes incroyables. Vous arrivez, vous nous dites les poissons qu'on a le droit de pêcher, la taille des mailles du filet, ça, vous êtes imbattables. Mais quand on vous dit qu'est-ce que c'est une élection honnête, vous regardez au plafond. Vous n'êtes pas capable d'organiser, avec nous, un état civil qui tienne la route. Frundi, hein, c'est un Camerounais.
Vous n'êtes pas capable de nous aider à organiser un état civil raisonnable et respectable? Vous n'êtes pas capable de nous aider à organiser des vrais bureaux de vote avec du vrai matériel pour un vote vraiment secret? Un pluralisme respectueux de la diversité des opinions? Moi, voilà ce qui retiendrait mon attention. Comment on peut aider à ça? Mais le reste, non. Ça ne sert à rien. Alors il paraît que nous avons des intérêts français. Je l'admets. Mais quels sont-ils? Je voudrais le savoir. En quoi sont-ils français? Il y a des intérêts de monsieur machin, monsieur truc, de telle entreprise, je comprends ça. Et puis des fois, il faut considérer ça avec bienveillance. Mais pas au point d'assujettir la nation et le peuple français à la défense par les méthodes qu'on connaît de tels intérêts. Et j'hésite pas à le dire ici, alors que je ne suis pas chez moi. Donc, quand vous me dites l'armée française hors d'Afrique, vous ne rencontrerez pas avec moi quelqu'un qui s'y oppose. Je demande seulement, si je peux me permettre, qu'on réfléchisse à toute la conséquence. Ce qui signifie que donc nous devons annuler tous les accords de défense avec les États africains. J'y suis prêt. Tous les accords de défense. Vous voyez, vous êtes des jeunes gens cultivés. Vous êtes des jeunes gens qui êtes à l'université. Vous avez pour vous l'immense avantage du recul, de la documentation, du savoir. Alors il ne faut pas fuir la complexité. Il faut au contraire entrer de plein pied dedans. C'est pourquoi je vous ai dit, moi je ne viens pas diluer les vieux grumeaux des catéchismes antérieurs dans la bouillie du présent. C'est ça qu'on a affronté. C'est ça que je voulais vous dire, de toute la force d'un insoumis, d'un Français qui a partagé la cause de la plupart d'entre vous. Nous sommes dans un moment très compliqué. Et nous avons besoin de trouver une solution qui soit raisonnable. Si vous voulez que l'armée française s'en aille, elle s'en ira. J'en suis certain. Et si ça ne se fait pas, de toute façon, vous aurez le dernier mot. Vous le savez aussi bien que moi. Tout ça est une perte de temps, un gâchis invraisemblable. C'est contre cela que je me prononce. C'est pour ça que je viens vous le dire ici. Je pourrais le faire en France, mais vous me direz, ça ne les intéresse pas. Les questions internationales, c'est loin. Et puis, ils préfèrent pas savoir, des fois. Hein? Mais vous le savez, les êtres humains sont comme ça. Et vous en connaissez des Français, vous savez bien comment ils fonctionnent. Hein? C'est mes compatriotes. Alors bon, je me suis dit, tiens, je vais aller au Burkina, parce que là-bas, ils vont m'attendre au coin du bois. Ils ne me feront pas de cadeaux. C'est ce qui se passe. Et ça me va. Et comme ça, je peux faire des réponses bien carrées. Comme ça, tout le monde les entend. Pas ici, au fond, vous ne votez pas vous pour moi, hein, ni contre moi. Mais là-bas, il faut qu'ils comprennent que j'ai l'intention de le faire. Que je suis contre les expéditions militaires sans perspective et sans accord avec personne. Dans un pays où on fait 2 putschs sans que personne n'ait rien à dire. Et mon pays se trouve enchaîné à une série de décisions prises par des gens dont on se demande qui les a mandatés pour les prendre. C'est une question pour nous. Nous avons 5000 militaires là-bas. Nous avons perdu 50 militaires déjà. Combien vont nous casser autour de nous? Je le sais très bien. Je sais ce qu'est une guerre. Ça n'existe pas, les guerres propres. Ça n'existe pas. Il faut que tout ça s'arrête. Et pour que ça s'arrête, il faut qu'on en trouve le moyen, comme je l'ai dit tout à l'heure. Alors peut-être que vous n'avez pas pris de note, mais bon, voilà. J'ai cité un certain nombre de points de passage. J'ai fini. Est-ce que la force Barkhane est là pour sauver? Je vous garantis que les militaires le croient. Moi, je pense que ça ne va pas le faire. Voilà, la langue universelle. Alors, ouais, attendez, pardon. Il y a une deuxième phase des questions. Ouais. Il y aura une deuxième phase si le député c'est peut le l'universel, permettre. mais je crois que j'ai déjà répondu. Je ne veux pas non plus abuser de pouvoir du micro. D'accord, merci infiniment.